Bien le bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de TVC9 et TVTV et bienvenue à notre plus récent résumé des nouvelles de la région. En manchette aujourd'hui, la criminalité, dis-je bien, ne dérougit pas en Abitibi et au Témiscamingue. Les signalements augmentent au département régional de protection de la jeunesse aussi et un projet d'art autochtone d'ici reçoit un prix national. Mes salutations à vous tous, mais d'abord rendons hommage à un policier mort en devoir chez nos voisins du nord-est ontarien. C'est une onde de choc là-bas qui a frappé la communauté policière, aussi partout en Ontario, après la mort d'un agent de la police provinciale de l'Ontario survenu dans l'exercice de ses fonctions à Hearst, dans le nord-est ontarien. Les funérailles de l'agent Taryn Bally et le déplacement de son cortège funèbre ont eu lieu samedi dernier, après qu'il ait succombé à de graves blessures subies alors qu'il a été frappé par un véhicule lors d'une intervention menée à Hearst le mardi 9 juin vers les 12h30. La police provinciale de l'Ontario et leurs collègues de la Sûreté du Québec ont offert leurs condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du policier décédé, soulignant l'impact considérable de l'événement sur l'ensemble de la communauté policière. Une personne, Justin Véronneau, 18 ans, qui avait fui l'hôpital psychiatrique dans le secteur de Hearst avant les événements, a été arrêté en marge du crime. Il fait face à des accusations de meurtre au premier degré, assaut, délit de fuite et conduite dangereuse. Membre du détachement de Dufferin depuis 2 ans et demi, l'agent Bally était affecté temporairement au détachement de James Bay au moment des faits. L'enquête est dirigée par la Direction des enquêtes criminelles de la PPO en collaboration avec le Bureau du coroner en chef du service de médecine légale de l'Ontario. C'est un second décès d'un policier en fonction en moins d'1 mois dans le secteur de l'OPP, le sergent Brandon Malcolm ayant trouvé la mort dans l'Est ontarien lors d'une collision avec un motocycliste. Toute personne qui détient des informations sur l'incident qui a tué Taryn Bally est invitée à communiquer avec la police provinciale de l'Ontario ou encore échec au crime. Et parlant de crime, l'Abitibi-Témiscamingue demeure l'une des régions les plus touchées par la criminalité dans la province. En 2022, elle affichait le 3e taux d'infraction au code criminel le plus élevé de la province, avec 4 330 infractions par 100 000 habitants. La région occupait notamment le premier rang pour les infractions liées aux drogues et autres substances, avec un taux presque 2 fois supérieur à la moyenne provinciale, ainsi que le 2e rang pour les infractions contre la personne, les autres infractions au code criminel et celles relatives à la conduite de véhicules. Les infractions contre la personne dans les lieux publics constituent également une préoccupation importante. Entre 2018 et 2022, l'Abitibi-Témiscamingue enregistrait le 2e taux le plus élevé au Québec pour ce type de crime derrière la Côte-Nord. Les voies de fait et les menaces représentaient les infractions les plus fréquemment signalées. Selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, notre source, la région se classait aussi au 2e rang provincial pour les agressions sexuelles déclarées à la police avec 267 victimes par 100 000 habitants. Par ailleurs, les données montrent des différences marquées entre les sexes. Les hommes sont davantage victimes d'homicides et de voies de fait graves et les femmes sont plus touchées par les agressions sexuelles, le harcèlement criminel et les communications harcelantes. Malgré ces réalités, la majorité de la population québécoise affirme se sentir en sécurité lorsqu'elle marche seule le soir, bien que ce sentiment soit moins répandu chez les femmes, bien sûr, que chez les hommes. Et restons chez les jeunes, les signalements à la DPJ qui poursuivent leur hausse dans la région. Notre Abitibi-Témiscamingue qui a enregistré 5 220 signalements traités par la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, en 2025-2026, une hausse d'1,6 % en rapport à l'an passé. Le bilan annuel révèle aussi une augmentation de 29 % du volume de signalements en 5 ans et une hausse de 25,2 % du nombre d'enfants pris en charge
qui atteint maintenant 2210. La négligence et les risques sérieux de négligence demeurent le principal motif d'intervention. Malgré la pression croissante sur les services, la DPJ qui souligne plusieurs avancées, dont un accès rapide aux intervenants, l'absence de liste d'attente pour l'application des mesures de protection, le déploiement d'appartements supervisés pour les jeunes adultes et une baisse de 49 % des contentions physiques dans les centres de réadaptation. Le département de protection de la jeunesse qui met également en évidence le renforcement du soutien aux familles d'accueil grâce au déploiement du programme SIFA ainsi que la création de comités de résidents dans les centres de réadaptation pour favoriser la participation des jeunes et le respect de leurs droits. Les services d'antécédents et de retrouvailles ont par ailleurs connu une croissance assez forte en cours des dernières années à la suite des changements législatifs liés à la connaissance des origines. Et restons chez les jeunes, mais les jeunes hommes qui abandonnent un peu, les jeunes hommes qui demeurent confrontés à d'importants obstacles lorsqu'ils cherchent de l'aide en santé mentale. Selon un rapport de Green Shield et de Recherche en santé mentale Canada, l'étude révèle qu'un homme sur 3 qui a entre 16 et 29 ans considère encore la demande d'aide comme un signe de faiblesse. Le rapport indique que 44 % des jeunes hommes ayant eu besoin de soutien en santé mentale au cours de la dernière année n'y ont pas eu accès. Parmi ceux qui ont entrepris une démarche, près de la moitié ont abandonné leur traitement avant que leurs besoins soient comblés, notamment en raison d'horaires peu flexibles, d'un manque de contrôle sur leur parcours de soins ou d'une perception de progrès insuffisant. L'étude souligne aussi que plusieurs jeunes hommes se tournent vers des mécanismes d'adaptation plus risqués. On parle de jeux ou de consommation de substances, ainsi que vers des outils d'intelligence artificielle et des forums en ligne. Les auteurs du rapport estiment que le système actuel doit mieux s'adapter à la façon dont les jeunes hommes recherchent et utilisent le soutien en santé mentale, particulièrement chez les nouveaux arrivants et les jeunes issus de communautés racisées. Allons en forêt, l'interdiction des feux à ciel ouvert en forêt et à proximité qui est levée au Québec depuis samedi, le 13 juin dernier, 9 h le matin. Le ministère de la Sécurité publique a pris cette décision en collaboration avec la SOPFEU, mettant fin à une mesure préventive qui était quand même en vigueur depuis le 9 juin en raison de risques d'incendie. La situation s'est quand même améliorée avec un peu de pluie sur le territoire régional et québécois. Aucun incendie n'est actuellement actif dans la zone de protection intensive de la SOPFEU. Depuis le début de la saison, 202 feux de forêt ont été recensés affectant 194 hectares, des chiffres qui demeurent bien en deçà de la moyenne observée au cours des 10 dernières années. À pareille date, ça s'établit à 241 incendies ayant touché 108 000 hectares de forêt. Les autorités invitent toutefois la population à être prudente lors de l'utilisation du feu en milieu forestier. D'ailleurs, la saison des feux de forêt qui pourrait être plus intense au Canada au cours des prochains mois, malgré un début d'année plus calme qu'en 2023 et 2025. C'est ce que prévient le gouvernement fédéral. Au 10 juin, 1747 feux de forêt avaient été recensés au pays, notamment dans le nord de l'Ontario. Parmi les 95 incendies encore actifs, 44 étaient hors de contrôle. 166 000 hectares avaient déjà été brûlés. Ottawa, qui prévoit une hausse du risque d'incendie cet été en raison de températures supérieures à la normale, qui est attendu dans la plupart des régions. Les conditions de sécheresse continuent notamment d'accroître les risques dans l'est des territoires du Nord-Ouest et dans les provinces de l'Atlantique. La ministre Eleanor Olszewski a assuré que le gouvernement demeure prêt à soutenir les provinces, territoires et communautés autochtones au besoin. Le gouvernement rappelle aussi qu'une flotte de 10 aéronefs spécialisés est disponible cette année pour appuyer les efforts de lutte contre les incendies partout au pays. Et France Marion portera les couleurs de Québec solidaire, une nouvelle candidate qui représentera Québec solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue lors des prochaines élections provinciales. Madame Marion qui a été choisie le 30 mai pour défendre les couleurs du parti à l'automne prochain. Dans le cadre de cette annonce, nous rencontrons Madame France Marion pour discuter de ses motivations, priorités pour la région et vision des enjeux qui touchent les citoyens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. La candidature
candidature s'inscrit dans les préparatifs de Québec solidaire en vue de la prochaine campagne électorale au Québec. Madame France Marion, vous êtes officiellement, depuis le 30 mai dernier, la candidate de Québec solidaire. Vous avez passé l'investiture. Je regardais un peu votre parcours et je me dis que je pense que le mot vocation va bien avec ce que vous avez fait par le temps. Parce que la carrière, quoi, elle a commencé au niveau de l'éducation. Exactement. J'ai fait un retour aux études en 2001 avec 3 jeunes enfants à la maison. Donc, j'ai fait la Tulipe Rouen pendant 4 ans pour obtenir mon baccalauréat en enseignement au primaire. Puis, j'ai enseigné de 2005 à 2020. Donc, ça a été là votre premier contact avec le public, parce que travailler avec le public, c'est une vocation. Bon, les bonnes sœurs l'ont, la vocation, mais leur public, c'est Dieu le Père. Mais de votre côté, travailler avec les enfants, c'est important, parce que je pense que l'avenir, c'est important pour vous. Ah oui, oui, absolument. Vous savez, moi, je vais être grand-mère au mois de décembre. Puis quand je pense à ce petit enfant-là qui va naître et quand je pense aux enfants à qui j'ai enseigné, la nouvelle génération qui pousse en ce moment, bien, je me dis qu'on a une responsabilité de laisser un legs positif, rempli d'espoir à ces jeunes générations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer aussi en politique provinciale. Parce que la jeunesse actuellement, on regarde ça avec un cœur honnête et c'est pas toujours drôle. Non, il y a quand même de la détresse. On sait que le niveau de littératie diminue. On veut garder les livres dans nos classes et dans nos écoles. Moi, je travaillais beaucoup avec la littérature jeunesse québécoise le plus possible. Donc, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour ouvrir l'univers puis la vision des enfants, exactement. Et aller en politique, bon, avec Québec solidaire, c'est important, Québec solidaire, pour les objectifs que vous avez? Ah, absolument. Moi, Québec solidaire, l'ADN de ce parti-là me parle énormément. C'est un parti qui veut préserver nos services publics. On voit que nos services publics sont en train de s'effriter. On paye collectivement pour ces services-là. Et je pense que Québec solidaire a le courage politique de dire, nous, on va investir massivement pour préserver nos services publics pour lesquels tout le monde paye collectivement. Et je pense à nos aînés qui ont payé toute leur vie, qui méritent des soins de santé, de proximité, avec une certaine rapidité pour répondre à leurs problèmes de santé, exactement. Je pense que la santé, bon, on est à Ville-Marie, on n'est pas loin, à 2 pas de l'hôpital, au centre Frère Moffett. Il y a du travail, un coup de barre à donner pour le centre de santé Sainte-Famille et Santé Québec en général. Ben oui, en général, on le voit, là, le Québec en entier est sur une file d'attente. Moi, je l'entends autour de moi, je l'entends dans ma famille, je l'entends chez mes amis. Je le lis dans les réseaux sociaux aussi parce qu'il y a des gens qui s'expriment. Et puis, on a besoin d'offrir aux gens une accessibilité rapide et non pas seulement parce qu'on sait qu'on a des orphelins de médecins de famille en ce moment, on en a plusieurs. Et puis, ça a doublé le nombre d'orphelins de médecins de famille en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on était à 9 000 il y a à peine 4 ans et on est rendu à 18 000 quelques, presque 19 000. Donc, il y a un souci là. Et pour Québec solidaire, ce qu'on a à offrir, ce sont 400 points d'accès de proximité. Comment ça va s'articuler ici, au Témiscamingue et à Rouyn-Noranda? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais je peux vous assurer que je suis en train de travailler sur ce dossier-là avec le National de Québec solidaire pour trouver où on va placer ces portes d'accès de proximité pour offrir, justement, pour que la personne qui a un souci de santé puisse frapper à une porte, puisse avoir un service et qu'on puisse lui référer aux professionnels dont il a besoin. Travailler avec le national, je vous ai entendu dire ça. C'est un peu la façon qu'a fait notre amie Émilise Lessard-Terrien. Est-ce que vous avez appris d'elle un peu, de sa présence quand même assez forte avec le parti? Ah oui, moi, quand on m'a approché pour devenir candidate de Québec solidaire, la première chose que j'ai fait, c'est de communiquer avec Émilise.
Et Émilie a été disponible dès le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, mais on a pris un café ensemble, puis elle m'a vraiment guidée dans ma réflexion. Puis vous savez, pour moi, Émilie, le mandat qu'elle a fait de 2018 à 2022, elle a brisé des portes, parce qu'à Québec solidaire, c'était plutôt un parti, qui était centré à Montréal, Québec, Sherbrooke. On n'avait jamais percé encore en région. Puis je pense que on a vu que c'était faisable, mais je pense aussi que c'est souhaitable d'avoir un parti progressiste de gauche qui représente les régions. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on me donne confiance. On verra avec la campagne électorale, avec les adversaires des autres partis, mais je pense que ça prend une voix forte des régions. Puis je pense que Rouyn-Noranda-Témiscamingue, c'est une belle circonscription à reconquérir en 2026. Oui, parce que les régions, on verra ce que les autres partis offriront, mais le Parti des régions, Québec solidaire, se proclame et donne un peu raison en disant qu'il est le Parti des régions. Oui, oui, absolument. Puis dans une des mesures qu'on a aussi dans notre plateforme, c'est la refonte du régime forestier. Parce que Québec solidaire a aussi à cœur d'offrir des services de proximité tout en respectant le territoire qu'on habite. Et puis, il y a des enjeux. On a des enjeux au Témiscamingue aussi avec l'agriculture. On a des terres agricoles qui appartiennent plusieurs terres agricoles qui appartiennent à des non-résidents. Bon, ça ne veut pas dire que ces non-résidents-là n'ont pas une bonne volonté. Ça peut être un héritage, ça peut être un achat pour plus tard venir s'installer. Mais ce qu'on réalise quand on se promène dans les rangs, c'est qu'il y a des maisons à l'abandon, il y a des installations agricoles, des granges qui sont en ruine. Alors, puis on sait que les municipalités ont besoin de ces taxes-là pour entretenir les chemins, pour entretenir aussi leur usine d'eau potable, etc. Donc, il y a aussi là un défi. Puis moi, je me ferai la porte-parole de cet enjeu-là. Parce que, bon, on voit aussi, on parlait d'agriculture, il y a des terres qui appartiennent maintenant à des étrangers, et ça, au Québec, puis au Témiscamingue, on ne veut pas ça. On veut pas ça, c'est inquiétant. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on achète des terres pour spéculer, justement. Puis ce que ça fait, c'est que les terres deviennent de moins en moins accessibles aux jeunes générations qui voudraient se lancer en agriculture à petite échelle. Donc, puis c'est pas facilitant pour les jeunes, justement, qui veulent se lancer. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a aussi des non-résidents qui font des achats. Donc, c'est un dossier qui est à travailler, qui est à étudier également. Je vais être honnête avec vous, je suis pas assez connaissante encore, mais je suis sur le dossier, je lis énormément, je suis à la table de travail. Vous pouvez être sûr que pendant la campagne électorale, je vais vous arriver avec des propositions. Les intentions sont là, on en est persuadé. Vous avez enseigné, donc le dossier de l'éducation, j'imagine, il va vous tenir à cœur aussi. Ah, énormément. On sait que depuis la pandémie, c'est un enjeu dans les classes d'avoir l'attention des enfants, que c'est de plus en plus difficile, les apprentissages. Je pense qu'on est dû pour une grande commission sur l'éducation, une refonte aussi de notre programme. Le dernier programme a été mis en place en 2001. Là, ça fait déjà 25 ans. Je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens sont beaucoup exposés à ça, ça les influence dans leurs pensées, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, il y a beaucoup aussi comment je pourrais dire, des mouvements de masculinisme qui vont aller teinter les jeunes du secondaire, qui vont teinter leur esprit, qui vont les influencer. Donc, il y a vraiment... On a besoin de les aider, les jeunes d'aujourd'hui. On a besoin de les aider, mais on a besoin d'aider aussi les enseignantes qui sont là pour aider ces enfants-là, les soutenir, exactement. Ben, on vous souhaite une excellente campagne électorale. Merci de vous impliquer. Vous l'avez fait au niveau municipal. C'était déjà un petit gouvernement. Alors, j'imagine que vous aurez un petit peu mis la main à la pâte au niveau municipal.
Oui, j'ai été quand même conseillère pendant 4 ans, j'ai été mairesse pendant 2 ans. Donc, oui, les instances de proximité, je m'y connais. Puis, je connais les gens de mon petit village, La Tulipe. Je connais beaucoup de gens au Témiscamingue. Puis, je sais que les instances de proximité, c'est hyper important pour la vitalisation de nos villages. Je pense à Moffett, qui font de merveilleuses choses pour leur village. Alors, terminer d'avoir un élu trop loin des gens qui doit servir. exactement. Merci, madame. Je vous en prie. Et la publication des résultats du programme de biosurveillance de l'Archenique de Rouyn-Noranda a relancé, c'est le cas aussi sur la page Facebook du site web TV-Témis, le débat sur l'exposition des citoyens aux contaminants émis par la fonderie Horn. L'étude réalisée par Intrinsic conclut que la majorité des participants présentent des niveaux d'arsenic comparables ou inférieurs à ceux observés dans l'ensemble de la population canadienne. Menée entre avril 2025 et janvier dernier auprès de 245 participants admissibles, la recherche indique que l'alimentation constitue la principale source d'exposition à l'arsenic, notamment la consommation de poissons, de fruits de mer, de riz et de produits dérivés du riz. Les émissions atmosphériques de la fonderie Horn contribueraient de façon mineure au niveau mesuré chez les participants. Les études soulignent toutefois que les jeunes enfants, particulièrement ceux de moins de 5 ans, présentent des concentrations plus élevées d'arsenic inorganique dans l'urine. Un sous-groupe de filles de cet âge affichait des taux statistiquement supérieurs, une situation possiblement liée à la consommation de riz. Les chercheurs recommandent plusieurs mesures pour réduire l'exposition, dont retirer ses chaussures en entrant à la maison, nettoyer régulièrement les planchers, laver les mains des enfants après les jets extérieurs et adopter des méthodes de cuisson du riz permettant de diminuer sa teneur en arsenic. Financé par Glencore, mais réalisé de façon indépendante par Intrinsic, le programme a également fait l'objet d'un examen scientifique externe par un comité d'experts en biosurveillance et en toxicologie des métaux. Un petit tour à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, qui crée une nouvelle chaire institutionnelle de recherche-création qui réunira les arts, le design, les sciences des matériaux et les technologies de fabrication avancée. La chaire institutionnelle de recherche-création en art environnemental, éco-conception et fabrication numérique sera dirigée par le professeur Martin Beauregard et vise à développer de nouvelles approches pour valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire. Les travaux de la chaire s'articuleront autour de 3 axes: l'art environnemental et le design, l'éco-conception et les matériaux écologiques, ainsi que la médiation numérique. Les projets font appel à des résidus forestiers, miniers et agricoles, de même qu'à des outils comme l'impression 3D, les environnements immersif et l'intelligence artificielle pour mieux documenter et mettre en valeur les réalités des territoires ruraux. Selon Martin Beauregard, l'initiative favorisera les collaborations entre les milieux universitaires, industriels, culturels et communautaires. Elle contribuera aussi à la formation d'une relève qualifiée, au développement de nouveaux matériaux et procédés, ainsi qu'au soutien de la création et de l'innovation en région. Et le lieu historique national d'Obadjiwan-Fort Témiscamingue accueillera un powwow ouvert à tout le monde le 21 juin à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones organisée par le Secrétariat des programmes et services de la Nation algonquine. L'événement mettra en valeur la richesse des cultures autochtones dans un esprit de partage et de rapprochement. Les visiteurs pourront assister à des danses traditionnelles, entendre des tambours et musiciens, déguster gratuitement des mets autochtones et découvrir des kiosques d'artisanat. La grande entrée du powwow, moment phare de la journée, est prévue à midi. Le 21 juin, je vous rappelle, la programmation débute à 11h30 avec l'inauguration de l'expo temporaire Kidziwi Adjimowin qui va montrer des photographies inuites issues de Stéphanie Lafave. À travers une série de portraits, l'artiste propose une réflexion sur les réalités contemporaines des personnes autochtones et sur les stéréotypes qui leur sont souvent associés. Le site sera ouvert dès 10h, les activités se poursuivront jusqu'à 17h et c'est gratuit et ça a lieu beau temps, mauvais temps.
Restons chez les Autochtones. Le projet Madamikana, pardon, la croisée des chemins portée par Minwashin a remporté le prix citoyen de la culture André Daigle 2026, assorti d'une bourse de 2500 $. La distinction qui souligne l'impact du projet sur le rapprochement entre les communautés autochtones et allochtones en Abitibi-Témiscamingue grâce à l'art et à la médiation culturelle. Inspirée par les récits des aînés et des archives de la nation Anishinaabe, Madamikana met en valeur la présence millénaire des Anishinaabe sur leur territoire ancestral à travers 6 œuvres permanentes installées dans la région. Ensemble, elles forment un circuit artistique autochtone qui invite la population à découvrir autrement le territoire et à renforcer les liens entre les peuples. Le prix a été remis dans le cadre des prix Les Arts et la Ville, qui récompensent les initiatives faisant de la culture un moteur de développement durable et de participation citoyenne. Près d'une centaine de projets ont été soumis cette année et 9 lauréats ont été honorés parmi les 20 finalistes sélectionnés. Dirigé par la Rwandienne Caroline Lemire, Minwashin œuvre depuis plusieurs années au rayonnement de la culture et de la langue Anishinaabe. L'organisme est reconnu pour son rôle dans le soutien aux artistes et la mise en valeur des savoirs et traditions autochtones. Et enfin, parlons d'hébergement. Le Témiscamingue a enregistré 2887 unités jours occupées en hébergement touristique de courte durée. En 2025, c'est un niveau pratiquement identique à celui de 2023. Et ça, c'est selon les données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, le taux d'occupation des logements offerts sur les plateformes Airbnb, VRBO. Son concurrent, Vacation Rental by Owner, c'est la signification, qui s'est établi à 17 %, ce qui témoigne d'une utilisation relativement stable de ce type d'hébergement dans la MRC. À l'échelle régionale, la demande pour l'hébergement de courte durée a progressé 19 % en un an pour atteindre 18 353 unités jour occupées. Au Témiscamingue, ça demeure toutefois loin derrière les pôles touristiques de Rouyn-Noranda et de la Vallée de l'Or, qui concentrent près de 2 tiers des nuitées enregistrées et affichent des taux d'occupation de 42 % et 43 % respectivement. La MRC d'Abitibi a pour sa part atteint un taux d'occupation de 29 % et l'Abitibi-Ouest 24 % comparativement à l'hébergement commercial dont le taux d'occupation régional atteint 56 %. Heureusement, l'hébergement de courte durée conserve une place modeste dans l'offre touristique régionale. Les revenus bruts générés par l'hébergement de courte durée sont estimés à 2 400 000 $ dans la région. En 2025, c'est une hausse de 24 % par rapport à l'année précédente. Le marché régional de l'hébergement touristique continue ainsi d'afficher une croissance soutenue. On parle, parce que mon directeur technique m'en voudrait, de sport, parce que vous savez qu'il y a la Coupe du monde de soccer qui est en cours. Il a pris des images pour vous montrer ces matchs-là. Alors, au moment où on enregistrait, mardi, à la mi-temps, c'était encore 0-0 entre la France et le Sénégal. Mardi, en soirée, il y a l'Irak qui affrontait la Norvège et l'Argentine, l'Algérie. Évidemment, on regarde à plus long terme comment ça va se dérouler. Mercredi, l'Autriche affronte la Jordanie, le Portugal, le Congo en après-midi à 13h. Mercredi, en fin d'après-midi, l'Angleterre affrontera la Croatie. Mercredi soir, 19h, le Ghana, le Panama. Mercredi, toujours en soirée, 22h, l'Ouzbékistan affrontera la Colombie. Il y a des matchs prévus jeudi. Je vous en fais part. Sur l'heure du midi, la Tchéquie affronte l'Afrique du Sud. À 15h en après-midi, jeudi, la Suisse affrontera la Bosnie-Herzégovine. Un autre match du Canada, on a hâte. Jeudi, 18h, c'est le Qatar qui est l'adversaire. Le Mexique est là à 21h pour affronter la Corée du Sud. Et je vous parle des matchs de vendredi à venir à 15h. Les États-Unis contre l'Australie. L'Écosse contre le Maroc à 18h. Le Brésil contre Haïti à 20h30. Et dans le groupe D, la Turquie affrontera le Paraguay. C'est à 23h. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. Que votre été continue de vous être
agréable. C'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles. Vous avez aussi des informations à partager. Journaliste à commercial-tmis.tv. On fera une place à vos nouvelles avec joie. Vous verrez et entendrez cela la semaine prochaine. D'ici là, que la vie vous sourit. À mercredi prochain. Au revoir.